Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, le professeur Augustin Loada, professeur titulaire de droit public et de sciences politiques, mais également président du mouvement patriotique pour le salut MPS. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. Professeur, vous avez fait votre école primaire et votre secondaire en Côte d'Ivoire, où vous obtenez en 1985 votre baccalauréat série A4, un bac littéraire. Déjà, on a envie de savoir, est-ce que le jeune Loada au secondaire faisait partie de ceux qui avaient une aversion pour les maths et les sciences, et beaucoup plus à l'aise avec les séries littéraires? Oui, je peux dire que je n'étais pas très fort en maths, et j'ai bien envie de dire par la faute de mes professeurs. J'avais deux professeurs de mathématiques en 4e et en 3e, c'était la dame et le monsieur, un couple qui n'était pas très fort en pédagogie. Voilà. Et on avait chaque fois peur lorsqu'on rentrait en classe de mathématiques. Voilà. Il faut dire aussi que bien souvent, c'est le comportement des enseignants qui détermine tout à fait. L'amour que l'on a pour telle ou telle discipline. Exactement, parce que la preuve, lorsque je suis arrivé en première, en terminale, où j'ai eu des professeurs africains, j'ai commencé à aimer les maths, mais c'était trop tard. En tout cas, vous obtenez votre bac en 1985, je l'ai dit. Et ensuite, après ce bac, vous êtes orienté à l'école supérieure de droit de l'université de Ouagadougou. On a envie encore de savoir, professeur, pourquoi à ce moment précis, le jeune bachelier qui a fait tout son cursus en Côte d'Ivoire choisit de revenir dans son pays? Bon, disons que bien que notre famille était installée en Côte d'Ivoire, on revenait assez régulièrement au Burkina, en moyenne chaque année ou tous les 2 ans. Donc le cordon ombilical avec le Burkina était toujours là. Mais vous auriez pu faire poursuivre l'université en Côte d'Ivoire, ou est-ce que peut-être l'université au Burkina jouissait d'une meilleure image? Disons que mon père systématiquement tenait à ce que ses enfants fréquentent au Burkina Faso. Et donc je suis rentré au Burkina, comme d'ailleurs tous les autres, parce que c'est notre patrie. Professeur, pourquoi le droit? Parce qu'à l'université, vous arrivez, vous êtes orienté en droit. Est-ce que d'abord c'était votre choix ou est-ce que c'était un concours de circonstances? J'ai été influencé par mon professeur d'histoire-géographie en terminale, qui était pour moi un modèle, et je voulais lui ressembler. Je voulais également enseigner l'histoire et la géographie. Il m'a dit non, tu feras le droit, et je l'ai suivi. J'ai suivi son choix, et je pense que c'est le meilleur cadeau qu'il m'ait fait. Mais à cette époque, est-ce que vous aviez des ambitions précises pour le droit? Est-ce que vous rêviez peut-être la robe? Non, pas exactement. Je voulais plutôt faire de la science politique. Et comme ça n'existait pas, quand il m'a dit d'aller faire le droit, je l'ai suivi, mais plus tard j'ai compris qu'entre le droit et la science politique, il y avait beaucoup de relations confraternelles. Professeur, en 1989, vous obtenez votre maîtrise en droit public, puis direction la France. L'Hexagone, vous obtenez votre DEA en droit et administration publique, mais aussi en sciences politiques à l'université de Bordeaux, toujours en France, avant votre doctorat, toujours en sciences politiques en 1994. Quand on regarde ce parcours, professeur, on peut dire que vous avez eu un parcours universitaire sans accroc. Quel a été le secret de ce parcours-là? Bon, je pense qu'il n'y a pas de secret. Par contre, je dirais que le suivi des parents est extrêmement important. Mon père était enseignant et le soir, on avait droit à des suppléments de cours. Et bon, c'est vrai que la pédagogie a changé, mais il était particulièrement sévère. On avait droit à des châtiments lorsque on ne répondait pas bien aux questions, quoi. Je pense que ça a joué aussi dans mon éducation, dans mon parcours académique. Je dois dire aussi qu'il m'a inculqué la valeur travail, la régularité dans le travail, l'organisation. Ce sont des valeurs qui comptent énormément. En France, est-ce que vous n'avez pas eu des difficultés? Certains qui ont eu le parcours, à peu près le même parcours que vous, peut-être quelques années avant, ont indiqué que c'était pas toujours simple quand un petit noir arrivait d'un pays comme le Burkina Faso, qui n'est pas peut-être très connu. C'était pas toujours que, il y avait toujours des allusions qui n'étaient pas, en tout cas, de nature à donner une bonne image. Un peu de racisme souvent.
Non, je n'ai pas rencontré ce genre de difficultés. Bien au contraire, j'étais entouré de compatriotes parce que il faut dire qu'à l'époque, avant la période des ajustements structurels, les meilleurs étudiants en droit avaient la possibilité de poursuivre leurs études en France. Et j'ai bénéficié de cette possibilité avec d'autres compatriotes. Et donc à Bordeaux, on était presque une famille burkinabé. Alors, professeur agrégé à 31 ans, nous sommes en 1997, professeur titulaire à 38 ans en 2004. Vous êtes considéré comme un modèle de précocité. Voilà. Est-ce qu'à un certain moment, vous n'avez pas eu envie de vous arrêter? Parce que certains, après la maîtrise, peut-être auraient tout de suite cherché à avoir du travail, parce qu'on avait déjà de quoi avoir un travail décent, bien payé. Vous avez choisi de poursuivre. Pourquoi vous avez choisi d'aller donc jusqu'au bout? À 38 ans, vous étiez déjà, comme je l'ai dit, professeur titulaire. Mais le fait d'être devenu professeur titulaire me donnait plus de charges. Charge d'encadrement des jeunes collègues qui veulent faire carrière, mais aussi charge dans l'encadrement des étudiants, notamment ceux qui veulent mener des recherches doctorales. Donc c'est pas quand on a accédé à ce grade qu'il faut prendre sa retraite. Bien au contraire, je crois qu'il faut redonner à la communauté ce qu'elle vous a donné avec tout ce parcours. En tout cas, c'est un parcours plus que brillant et sur le plan professionnel, vous êtes analyste consultant au ministère de la fonction publique de 95 à 96 avant d'entamer donc votre carrière universitaire où vous gravissez là également tous les échelons d'assistant à la faculté et sciences politiques à directeur de l'école doctorale de l'université Ouagadougou depuis 2013. On peut dire donc que vous avez été témoin également de l'évolution de notre université durant ces 25 dernières années. Et le moins que l'on puisse dire, et en tout cas beaucoup sont unanimes à le reconnaître, les conditions se sont dégradées au fur et à mesure. Oui. Selon vous, comment on peut expliquer cela? Je pense que le tournant 2000 est resté dans la mémoire de la communauté universitaire. Parce que l'invalidation de l'année. Oui, parce qu'il y a eu une grave crise qui s'est traduite entre autres par cette invalidation. Et depuis lors, l'État a essayé de reprendre la main, mais apparemment il n'a pas pu, avec succès, mener les réformes structurelles qui s'imposaient. Et prenez par exemple les étudiants en droit. Depuis 2000, ils sont installés sur le site du CIAO. C'était censé être un accueil provisoire. Mais depuis 2000, les étudiants de l'université de Ouagadougou, l'université Ouagadougou aujourd'hui, au moins ceux qui sont en droit, ils continuent de prendre leurs cours au CIAO. C'est pas normal, c'est pas un endroit adapté pour suivre des cours et réussir. Donc il faut dire que en termes d'infrastructure, l'offre n'a pas suivi l'explosion. Est-ce qu'il y a eu un manque de vision politique? Parce que certains estiment que nos gouvernements ont surtout misé sur l'école primaire à une certaine époque. Le secondaire, après, on a oublié qu'après le secondaire, il y avait également une étape, notamment le supérieur. C'est la crise du système éducatif en réalité qui est posée. Parce que c'est vrai qu'on a eu tendance à négliger l'université, peut-être par la faute des bailleurs de fonds qui ont lourdement insisté pour que nos États mettent l'accent sur l'éducation de base, mais aussi peut-être par la faute de nos gouvernants qui se sont laissés embarquer dans ces politiques hasardeuses qui ont fini par rendre notre système éducatif ingouvernable. Tout le monde sait très bien que le système dans lequel nous sommes embarqués conduit à l'impasse, à la production de chômeurs, mais nous ne faisons rien pour réformer ces structures pour qu'elles puissent produire les ressources humaines dont nous avons besoin pour notre développement. Je pense que manifestement, il y a un problème qui est posé au niveau des gouvernants. À cela s'ajoutent bien sûr les grèves. Chaque année, les étudiants sont connus. Donc pour cela, en tout cas prêts à revendiquer, et cela forcément complexifie davantage, disons, l'équation, parce qu'aujourd'hui, au moment où on veut revenir à des années normales, eh bien, si des grèves se poursuivent également, mais est-ce que là, c'est pas un mythe de Sisyphe, on pousse et puis ça redescend? Sans doute, vous avez raison, mais les grèves sont le symptôme d'une crise. Je crois que tant qu'on ne va pas traiter la crise, il y aura toujours des grèves, il y aura toujours des manifestations protestataires.
Professeur, à titre personnel, je m'en voudrais de ne pas vous poser la question. Cette année, il y a eu ce problème donc, avec le CAMES qui vous a suspendu, en tout cas à un certain moment. D'abord, comment vous l'avez vécu? Bon, disons que j'ai été profondément blessé par ce qui s'est passé. Mais pour moi, c'est le passé. Je ne veux plus en parler parce que pour moi, c'est derrière. Je continue d'enseigner, je continue de faire de la recherche, je continue d'encadrer mes étudiants. Pour moi, c'est le passé. Aujourd'hui, est-ce que, parce que tout est parti selon en tout cas beaucoup de la plainte du professeur Soma, Blaise Soma, quels sont vos rapports aujourd'hui? Bon, c'est lui qui a porté plainte contre moi, donc moi je n'ai aucun souci avec lui. Voilà, c'est mon petit frère. Il y a beaucoup de sages qui se sont impliqués, notamment des leaders religieux, pour nous amener à nous réconcilier. Comme nous sommes devenus par la force des choses des hommes politiques, je pense que nous devons donner l'exemple au Burkina Faso, exemple de réconciliation. Et je suis prêt à cela. Mais est-ce qu'au niveau du CAMES, vous continuez d'occuper votre poste au niveau donc Bon, je préfère laisser cette question à l'État, parce que je suis le représentant du Burkina Faso dans le comité technique et spécialisé sciences juridiques et politiques. Voilà, si l'État continue de me faire confiance, j'assumerai. Si l'État estime qu'il faut passer à autre chose, là également je suis prêt. Et en tout cas, j'ai dit au ministre ma disponibilité à suivre toute recommandation qu'il me ferait. Est-ce que ça aussi, c'est pas de nature à tenir l'image du CAMES? Parce que le CAMES également, on a vu à plusieurs reprises donc, des crises de ce type qui ont porté un coup quand même sur l'image, parce qu'on ne s'attend pas à ce que, en tout cas, le CAMES qui est censé être, en tout cas, le lieu où les grands esprits se retrouvent, en tout cas, nous servent des scènes de ce type. Bon, c'est vrai que ce qu'on attend de la communauté universitaire, c'est beaucoup d'exemplarité. Il y a des exigences qui s'imposent à la communauté universitaire, ça c'est vrai. Mais les universitaires, ce sont des hommes. Ils ont leurs forces, ils ont leurs faiblesses. Essayons de retenir le meilleur. Mais aujourd'hui, pour vous, la crise est derrière? Oui, absolument. Je dois me concentrer, je pense que nous avons intérêt à nous concentrer sur autre chose. Professeur Loda, vous êtes aussi connu pour votre engagement, directeur exécutif du Centre pour la gouvernance démocratique de 2001 à 2014, pendant donc près de 13 ans. On vous voit très actif dans le combat pour plus de démocratie, plus de liberté, jusqu'à cette insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. D'abord, quel était le fondement de cet engagement? Vous étiez un professeur titulaire à l'université, bien payé, et puis vous auriez pu rester tranquille dans vos salles avec vos étudiants. Voilà, qu'est-ce qui vous a poussé? Quel est le fondement de cet engagement? En tout cas, moi, je ne peux pas rester tranquille. C'est-à-dire que je trouve anormal qu'on puisse rester tranquille lorsqu'on vit dans une société comme celle du Burkina Faso, où il y a très peu de personnes qui ont les chances que nous avons d'aller à l'école, de pouvoir nous soigner sans difficulté majeure, etc. Bon, c'est vrai que le degré d'engagement des uns et des autres varie en fonction de la manière dont ils ont été socialisés. Moi, particulièrement, depuis la jeunesse, je m'intéressais aux questions d'ordre politique. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cet engagement aussi, il se manifestait déjà dès l'université. Moi, je me rappelle très bien qu'avec certains camarades, je pense notamment à Koulibaly Siaka, que vous connaissez très bien, on était dans une cellule où on suivait les cours, comme beaucoup de jeunes de notre époque. On avait plus d'ouverture sur le monde. Donc il y avait cet engagement peut-être qui a été émoussé avec la fin de la Révolution, mais par la suite, j'ai essayé de subsumer et d'exprimer cet engagement dans la société civile. Après avoir essayé sans succès un engagement partisan. Mais vous n'avez jamais eu de crainte, parce qu'on était quand même à une période où on ne tolérait pas forcément les voix discordantes, peut-être comme aujourd'hui. Oui, je me rappelle très bien que lorsque j'avais préparé mon mémoire de maîtrise, c'était sur la reconnaissance des gouvernements issus des coups d'État militaires. Et il y a une dame qui a refusé de saisir mon mémoire parce que quand elle a vu le mot coup d'état militaire, elle a eu peur, quoi. Donc ça montre, et ça c'était en 1988, ça montre quand même les progrès que nous avons fait dans notre société. De la rectification. Exactement, une rectification très sanglante.
Professeur, 30-31 octobre 2014, je l'ai dit, c'était donc un peu dit l'aboutissement de toutes ces luttes avec l'insurrection populaire. D'abord, comment vous avez vécu cet épisode de notre histoire à titre personnel? Bon, disons avec beaucoup d'étonnement, beaucoup de surprises, parce que le régime du président Blaise Compaoré était présenté comme l'un des plus stables, sinon le plus stable dans la sous-région. Et voilà, les manifestants sortent pour demander le retrait d'un projet de modification de la Constitution et le régime s'effondre. Donc moi personnellement, c'était l'étonnement. Voilà. Donc vous ne vous attendiez pas du tout à cette Non, je ne m'attendais pas à ce que ce régime-là s'effondre comme un château de cartes. Aujourd'hui, du côté en tout cas de ceux qui faisaient partie de ce régime-là, on estime que ce n'était pas une insurrection, mais c'était un coup d'État. Bon, je pense que ça ne va pas faciliter la réconciliation si on continue sur ce régime-là. Je pense que c'est mieux de reconnaître qu'il y a eu certainement un péché mortel de ce régime-là. Qui a conduit à ce que nous avons vu par la suite. Cela dit, je suis de ceux qui disent que cette insurrection a aussi fait des torts. Professeur, c'est la transition donc après l'insurrection. Vous êtes ministre de la fonction publique, et cela jusqu'en novembre 2015, si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, quand on vous écoute, la plupart des interviews donc, que vous avez déjà données, vous êtes assez amer parce que vous estimez que tout ce que vous avez fait sous la transition a été un peu détricoté et même que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui dénigrent votre travail. Oui, ben, je ne suis pas le seul. Je pense que si on faisait un sondage, vous verrez que la grande majorité des Burkinabés est plutôt dans le désenchantement. Parfois, je m'interroge sur la nature des choses parce que ce n'est pas le propre du Burkina Faso. Quand vous regardez un peu partout là où il y a eu ces moments d'effervescence, après on se rend compte que les systèmes se reproduisent. Les systèmes qu'on essaie de combattre se reproduisent. Et donc c'est un peu comme un sablier qu'on retourne, le sable continue de couler. Et ça pose la question de savoir comment on progresse dans ces conditions-là. C'est vrai que changer n'est pas si évident, hein. J'ai même fait l'expérience. Mais je me dis, lorsque il y a un véritable engagement, il faut tenir ces engagements-là vis-à-vis du peuple parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour le changement. Si on ne fait pas un effort pour satisfaire ces attentes-là, ce qu'on risque d'avoir, c'est un désenchantement, une démobilisation et même une départicipation. On va certainement en parler, mais je ne vois pas comment on peut remobiliser les citoyens. Mais pour vous, est-ce que le bilan de la transition est rose aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que tout était rose sous la transition? Non. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses également que vous reprochez peut-être? Non, enfin, essayons de serrer les choses. Je pense que il faut se transporter au moment où on a discuté des modalités de cette transition-là, sur la feuille de route. Je me rappelle encore ce débat. Il y a des gens qui disaient il faut une transition courte, la plus courte possible, dont le but principal serait l'organisation des élections. Et il appartiendrait à ceux qui auraient la légitimité populaire de mener les réformes structurelles qui s'imposent pour satisfaire les attentes sociales. Et puis évidemment, il y a ceux qui disaient non, les politiciens on les connaît, ils vont reproduire les mêmes schémas, il vaut mieux nettoyer d'abord, ça prendra le temps que ça prendra, mais il vaut mieux nettoyer avant éventuellement d'organiser les élections. Vous savez que c'est la version minimaliste qui a triomphé. Et donc, on a organisé les élections. Il appartenait donc au nouveau pouvoir de concrétiser les aspirations au changement. Maintenant, est-ce que pendant la période de la transition, les choses se sont déroulées comme nous l'aurions souhaité? Évidemment non, parce que qui dit transition dit forcément compromis. Il y a des gens qui veulent le changement et il y a d'autres qui ne veulent pas entendre parler du changement. Et comme il faut quand même avancer, il faut faire des compromis, donc on marche à un rythme forcément qui n'est pas celui qu'on souhaitait. Mais on se souvient, la transition, c'était le moment où le discours officiel était austérité, mais après la transition, il y a eu des enquêtes qui ont révélé quand même qu'il y a eu des problèmes de gestion. C'est ça aussi qui a peut-être rebuté beaucoup de citoyens. Vous savez, on ne change pas la nature du système en quelques mois. Vous savez très bien que l'une des caractéristiques essentielles de nos sociétés africaines, c'est le patrimonialisme. Dans la culture, dans la mentalité, dans les façons de voir,
les gens considèrent que le pouvoir, c'est un instrument pour s'enrichir. Et ces gens-là aussi ont participé à l'insurrection, ils ont participé à la transition. On ne devient pas vertueux parce que voilà, le contexte a changé. Les gens viennent au pouvoir avec leurs forces et leurs faiblesses. Je suis d'accord. Mais si vous comparez ce qui a été fait pendant la transition et puis ce qui se fait actuellement, je suis désolé. J'aurais préféré encore cette période-là. Et c'est pas moi seulement qui le dis. Oui, mais en attendant, puisque bon, pour ce qui concerne la transition, il y a quand même eu des enquêtes. Vous prenez le Premier ministère avec l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Donc il y a eu quand même des révélations, des décharges de plusieurs millions qui ont été mis sur la place publique. Vous comprenez qu'on peut être plus sévère avec la transition que même avec les autres régimes, parce que la transition était censée être véritablement le pouvoir du peuple, comme on le dit. Mais moi, vous pouvez être plus sévère, mais il faut être juste. Il faut être juste, c'est-à-dire que le contexte dans lequel cette transition s'est déroulée, on ne peut pas apprécier cette transition sans prendre ce contexte-là en compte. Voilà. Cela dit, je maintiens que les hommes sont ce qu'ils sont, avec leurs forces, leurs faiblesses. Je suis d'accord. Mais quand vous regardez le bilan global de la transition, les réalisations qui ont été faites, et puis surtout cet objectif qui lui a été assigné, cette feuille de route, je pense que ce bilan-là est globalement positif. On accuse aussi la transition d'avoir fait du populisme, d'avoir voté des lois pour plaire, sans prévoir forcément les conséquences. Est-ce que ça également, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité? Oui, mais est-ce qu'on peut me donner un exemple de populisme? Bon, la loi qui a été adoptée par exemple pour le nouveau statut des fonctionnaires, le régime qui est venu après, je pense, estimé que vous avez voté pour plaire, mais vous n'avez rien prévu, pas un franc. Ça, je refuse parce que cet argument voudrait dire que on aurait dû fabriquer de la monnaie. Voilà. Je dis non, parce que l'État, c'est une continuité. Les gens avec qui nous avons discuté, j'en parle parce que j'ai été ministre de la fonction publique, voilà, il y a eu des discussions avec les partenaires sociaux. Voilà. Et cette loi, c'est le fruit d'un consensus. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Le dialogue social est en panne, justement, parce qu'on ne dialogue pas avec les partenaires sociaux. Voilà. Et donc, cette loi-là, c'était le résultat d'un consensus avec les partenaires sociaux. Évidemment, ça coûte de l'argent. Mais on sait où se trouve l'argent. Vous discutez avec les partenaires sociaux, ils vous disent où se trouve l'argent. Regardez comment marche, quel est le train de vie de l'État aujourd'hui. Quels sont les gisements fiscaux qui existent, mais qu'on n'exploite pas. Voilà. Et quand on regarde également, en termes de, vous me parliez tout à l'heure de qualité de la gestion, mais vous entendez ce que vous entendez aujourd'hui, vous demandez, est-ce que l'argent manque dans ce pays? Manifestement non. Donc il faut prendre l'argent où il se trouve. Voilà. Donc je me dis, non, la loi instituant le nouveau statut de la fonction publique, ce n'était pas le fruit d'un populisme, c'était le résultat d'une discussion avec des partenaires sociaux. Et si ce pays-là veut avancer, on ne peut pas faire fi des partenaires sociaux. Sinon, on la prend à ses dépens. Professeur, aujourd'hui, en tout cas pour vous, également, quand on vous écoute, il faut tourner cette page de l'insurrection et laisser, je vous cite, nos histoires d'insurgés et d'anciens régimes aux historiens. Oui. Je pense que ce sont vos propos là dans une interview. Vous n'êtes même pas favorable aujourd'hui au retour de Blaise Compaoré. Ça peut sembler... Oui. Il semblait quoi, paradoxal. Paradoxal, oui. Oui, mais il y a une explication, à cela. Voilà. Je pense que il est clair qu'aujourd'hui le Burkina ne peut pas avancer s'il ne se réconcilie pas avec lui-même. Voilà. C'est pas normal que des Burkinabés qui veulent rentrer chez eux ne puissent pas le faire. Cela dit, nous avons précisé dans quelles conditions cela doit se faire. Voilà. Nous avons dit le respect de la dignité de la personne humaine, la présomption d'innocence. Ce sont des principes, ce sont des valeurs qui sont consacrées dans notre Constitution. Voilà. Et pour des gens qui ont exercé de hautes responsabilités dans ce pays. C'est vrai. Est-ce qu'il faut passer la justice par perte et profit? Non, justement. Non, justement. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Je l'ai dit, ces gens-là, s'ils ont des comptes à rendre, ben, ils doivent rendre des comptes. Mais ils ne pourront rendre compte que s'ils ont l'assurance que leurs droits aussi seront respectés. Et cela, pour moi, c'est une balance. Aujourd'hui, voilà. On dit que la justice au Burkina est libre.
En tout cas, le pouvoir judiciaire, en tout cas dans les textes aujourd'hui, jouit de cette liberté. Voilà, le pouvoir judiciaire est libre, mais je vais vous donner un exemple qui montre que il faut relativiser. Je prends le cas de notre président d'honneur, Yacouba Isaac Zida. Voilà. Je pense que actuellement, il me semble, en l'état des informations que j'ai, qu'il ferait l'objet de poursuites pour désertion. Voilà. Qui a ordonné ces poursuites? C'est bien le pouvoir exécutif, le ministre de la Défense, et je dirais même le président du FASO. Et donc, oui, je veux bien qu'on me dise que la justice est indépendante, mais on sait aussi que le cordon ombilical avec le pouvoir exécutif n'est pas du tout coupé. Mais une chose d'enclencher une poursuite, mais celui qui va juger et qui va trancher, c'est pas le ministre de la Défense. Oui, mais vous retourner ça comme... Oui, je veux bien, mais dans le cas que je donne, manifestement, c'est comme s'il avait commis un crime de lèse-majesté, parce que qu'est-ce qui s'est passé? On lui dit de rentrer, il dit je préfère rester à côté de ma famille, d'autant plus que ma sécurité n'est pas assurée. On dit bon, ok, on vous poursuit pour désertion en temps de paix. Qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est pas un acharnement politique? Mais quand on écoute le pouvoir, les gens du pouvoir disent qu'on n'a jamais empêché quelqu'un de revenir. Oui, mais bon, rassurez-vous, pour le cas d'espèce, il va revenir en 2020. On vous le dira en temps opportun. Mais pour vous, aujourd'hui, c'est essentiel que tous ceux qui sont à l'extérieur rentrent. Pour moi, ça peut faciliter la réconciliation. Est-ce que vous êtes favorable? Parce que du côté, par exemple, du CDP, on parle plutôt de justice transitionnelle qu'il faudrait leur appliquer, plutôt que la justice ordinaire. Est-ce que vous êtes favorable à cela? Bon, moi, je me méfie des concepts. Tous les mécanismes qui permettraient d'avoir la vérité, pour moi, ça, c'est essentiel. Tous les mécanismes qui permettraient aux Burkinabés d'être rassemblés, d'être réunis dans la cohésion, pour moi c'est l'essentiel. Voilà, peu importe les noms que vous mettez, voilà, pourvu que ça ne se fasse pas sur le dos de la vérité et de la justice. Professeur, vous êtes également président, je l'avais dit en début d'émission, du mouvement patriotique pour le salut, le MPS, un parti présenté officiellement à Tinkodogo, c'était en juillet 2019, d'obédience sociodémocrate si je ne m'abuse. Pourquoi un parti politique? Vous avez toujours connu dans la société civile. Pendant la transition, vous avez été ministre, mais vous ne connaissez pas en tout cas un engagement politique partisan. Pourquoi en ce moment précis décider de créer un parti? Nous avons décidé de créer un parti politique parce qu'il y a un projet derrière. Et ce projet-là, c'est en quelque sorte de restaurer une situation normale qui permettrait au Burkina Faso d'affronter des défis qui me paraissent plus essentiels. Le défi du développement. Voilà. Et ça passe nécessairement par un appareil d'État qui est plus performant. Ça passe nécessairement par une armée plus performante, puisque s'il n'y a pas de sécurité, on ne peut pas œuvrer pour le développement de ce pays-là. Donc il y a un projet derrière. Et on ne peut pas évidemment mener jusqu'au bout ce projet si on reste purement et simplement dans la société civile. Bien sûr, j'ai été un acteur de la société civile, donc j'ai pu à un certain moment donné me dire il y a des acteurs, notamment les partis politiques, dont le rôle c'est de conquérir et de gérer le pouvoir d'État pour répondre à des attentes. Voilà. C'est pas une nostalgie de la transition, hein? Nostalgie de la transition. Quand je dis nostalgie, oui. Beaucoup y voient également un regroupement de nostalgie de la transition, parce qu'à vos côtés, on retrouve certains de vos collègues également qui étaient un peu, qui ont joué les premiers rôles sur la transition. Bon, ça c'est les mauvaises langues. C'est des mauvaises langues parce que vous savez très bien qu'au sortir de la transition, on s'attendait plutôt à ce que les Burkinabés soient rassemblés. J'ai même encore en mémoire le discours d'investiture du président. Il a dit un jour nouveau se lève. Voilà. Et on espérait effectivement qu'un jour nouveau se lèverait. Mais vous voyez bien que le Burkina est dans le crépuscule. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et on regarde les choses, ou bien, bon, on essaie de faire quelque chose. Voilà, c'est ce que nous avons décidé de faire. C'est-à-dire que nous ne voulons plus regarder les choses en spectateur, nous voulons nous retrousser les manches et participer également à l'écriture de l'histoire de notre pays.
Est-ce que vous êtes le président du MPS ou est-ce que c'est Yacouba Isaac Sida? Je suis le président du MPS. Le ministère de l'administration territoriale qui est en charge des partis politiques me reconnaît comme le président du MPS. Mais si vous voulez savoir, Yacouba Isaac et moi, nous faisons équipe, quoi. Nous faisons équipe, voilà. Nous avons un projet et nous allons le conduire ensemble. Évidemment, il y a des choses pour lesquelles j'estime qu'il a plus d'expérience, il a plus de talent et évidemment, il serait mieux placé pour faire ces choses-là. Il y a des choses également que je peux mieux faire. C'est le principe de subsidiarité que nous appliquons. Voilà. Mais rassurez-vous, nous faisons équipe. Concrètement, vous proposez quoi? Quand vous dites aujourd'hui que le pays est dans le crépuscule et que rien ne va, le MPS propose quoi concrètement? Nous proposons de redonner de l'espoir au peuple burkinabé. Nous avons un contrat avec le peuple burkinabé, un contrat que nous voulons proposer au peuple burkinabé, et les élections, je suppose, de novembre de cette année vont nous permettre de détailler ce projet-là. Et quelles sont vos ambitions justement pour ces élections? Nos ambitions, puisque vous parlez d'ambition, nous allons présenter des candidats, à commencer par l'élection présidentielle. Nous allons en présenter également dans toutes les provinces. Donc, si vous voulez savoir, notre ambition, c'est de conquérir le pouvoir d'État pour mettre en œuvre le projet que nous sommes en train de finaliser pour le peuple burkinabé. Avec quels moyens, professeur? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, c'est vrai que le parti, on l'a présenté officiellement donc, à Tinkodougou en juillet 2019, je l'avais déjà dit. En moins d'un an, comment vous comptez, en tout cas avec quelles ressources, pouvoir vous déployer sur l'ensemble du territoire? Vous avez dit que vous allez présenter des candidats aux élections municipales, aux élections législatives également. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans le maillage du territoire? Le maillage du territoire se poursuit. Il a un niveau satisfaisant. Voilà. Vous parlez de ressources. Les ressources que nous avons, ce sont des ressources humaines, c'est-à-dire des Burkinabés pleins de talent, pleins d'enthousiasme et qui veulent participer à la construction de leur pays. C'est avec ces Burkinabés-là que nous allons conquérir le pouvoir. Professeur, aujourd'hui 2020, c'est les élections, le rendez-vous, vous l'avez dit, donc on est dans la dernière ligne droite vers novembre 2020, mais jusqu'à présent, beaucoup continuent d'avoir quelques appréhensions liées notamment à la situation sécuritaire et sur les conditions de vote, en tout cas, qu'on pourrait avoir en 2019. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? Ces inquiétudes sont légitimes. C'est vrai que même du côté du pouvoir, on a entendu des sons de cloche assez différents. Vous avez entendu le président de l'Assemblée nationale, qui n'est pas n'importe qui dans la République, dire un certain nombre de choses qui tendent à nous amener à douter sur la tenue de ces élections. Mais vous avez entendu aussi le président par intérim du parti au pouvoir. Vous avez entendu le ministre de l'administration territoriale qui nous rassure. Bon, ça pose quand même un problème, hein, que des personnages du même parti aient des sons de cloche différents. Mais le président de l'Assemblée a précisé ce qu'il avait dit à l'époque, c'est qu'il fallait que tout le monde se mobilise et que c'était seulement à ce prix qu'on pourrait garantir. Mais quand on occupe ces fonctions, il faut rassurer plutôt que de créer de la confusion. Donc, je disais, ces inquiétudes sont légitimes parce que la situation sécuritaire de notre pays, pour le moment en tout cas, elle n'est pas contenue. Donc il y a des questions légitimement que les gens pourraient se poser. Comment tenir des élections dans ces conditions? Voilà. Et on attend de pouvoir qu'ils nous donne un début de réponse qui nous permettrait en tout cas de nous rassurer sur la légitimité des résultats qui sortiraient des élections qui seraient organisées dans un contexte difficile comme celui-là. Alors, professeur, l'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur, en tout cas la CENI aujourd'hui est engagée dans cette opération. Le président de la commission électorale qui a organisé une conférence de presse au cours de laquelle donc, il a fait part de sa surprise parce que jusqu'à présent on n'avait qu'à une semaine de la fin près d'environ 15 000, si je ne m'abuse, de personnes donc, qui étaient déjà enrôlées. Votre première réaction concernant ces chiffres s'attendait à près de 2 millions. Bon, moi je suis surpris que les gens soient surpris, hein, parce que quand vous regardez le comportement électoral, hein, je pense que ce qu'on doit expliquer, c'est pourquoi un homme normal se lèverait pour aller s'aligner, pour s'enrôler.
C'est ça qu'il faut essayer de comprendre plutôt que d'essayer de comprendre la démarche inverse. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que tous les 2 millions de Burkinabés sur lesquels on tablait sont intéressés, mais pas du tout. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la gestion des affaires publiques de leur pays. Et on n'a pas besoin de se transposer à l'extérieur, mais même à l'intérieur, ici, il y a des gens qui sont alphabétisés, qui sont instruits, qui ne s'intéressent pas du tout à la politique. Donc, pour moi, ça s'explique aussi. Voilà. D'abord, il faut savoir que la moitié des Burkinabés, presque la moitié des Burkinabés, vit en dessous du seuil de pauvreté. Et quand je dis vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est $1 par jour, par adulte. $1, à peu près 500 francs CFA. Vous demandez à quelqu'un qui a $1 de mettre $5, donc pratiquement 2500, pour aller établir une pièce d'identité. Vraiment, il faut vraiment être très intéressé par la politique pour le faire. Donc ne parlons pas de ceux qui sont dispersés sur le territoire national, qui doivent rallier un seul point de chute, qui doivent dépenser pour se déplacer. Et donc, quelque part, nous sommes en train de mettre en place dans notre pays un suffrage censitaire qui va exclure... suffrage censitaire, je précise que c'est réservé à ceux qui ont l'argent. Voilà, c'est-à-dire que pour voter, il faut payer. Il faut payer. Apparemment, pour voter dans ce pays, il faut avoir au moins 2500 francs. Alors que beaucoup de Burkinabés, presque la moitié, ne les ont pas. C'est un problème. Moi, ça me pose un problème que, sous Blaise Compaoré, la pièce d'identité coûte 500 francs et qu'aujourd'hui, après l'insurrection, ça coûte 2500. C'est pas normal. Voilà. Et donc, je dis, un État, c'est quand même une population. C'est un gouvernement, une population qui vit sur un territoire. Et si l'État ne se donne pas les moyens d'identifier sa propre population, ce n'est plus un État. Et donc, je pense que là, c'est une question de souveraineté. Si on veut avoir la maîtrise de notre population, je pense que l'État doit faire un effort pour prendre en charge, en tout cas rendre accessible l'identification de sa propre population. Sinon, on n'est plus dans un État. Mais professeur, revenons à cette question de l'enrôlement. Quand on regarde par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, on a vu des meetings qui ont été organisés en Côte d'Ivoire par des partis politiques, oui. Le parti au pouvoir, on a vu le meeting de l'UPC, qui a traîné des foules, des meetings qui ont drainé des foules. Oui. Quand on regarde, on n'est même pas sûr que le chiffre qui est aujourd'hui celui de l'enrôlement en Côte d'Ivoire, c'est peut-être même pas la moitié d'un de ces meetings. Voilà, vous me donnez. Est-ce que c'est pas là le problème aussi des partis politiques? Oui, je suis d'accord avec vous que les partis politiques ont un rôle de mobilisation. Ils ont un rôle d'éducation de leurs militants. Mais je dis, c'est aussi la responsabilité de l'État. Si vous prenez la CENI, je pense l'article 14 du Code électoral dit aussi que la CENI contribue à l'éducation citoyenne. Il y a un ministère aussi qui est chargé de la promotion citoyenne dans ce pays-là. Donc l'État a une responsabilité au même titre que les partis politiques, au même titre que les organisations de la société civile. Donc encore une fois, il faut prendre au sérieux l'éducation de nos citoyens et les partis politiques doivent le faire. Ça nous donne l'occasion aussi de discuter. C'est aussi votre responsabilité, vous êtes président d'un parti. Ah oui, si vous venez au siège de notre parti, vous verrez que pratiquement chaque semaine, il y a des formations. C'est vrai que pour le moment, nous sommes en train de mobiliser des moyens pour dupliquer ces formations dans nos provinces, mais le NPS, c'est un parti où on forme, où on éduque les militants. Voilà. Et donc, je dis encore une fois, c'est important que les partis politiques jouent ce rôle. C'est important aussi que la société civile joue ce rôle et que l'État aussi joue ce rôle. Je suis en train de faire un commentaire sur la manière dont on fait la politique dans ce pays. Vous savez très bien comment certains partis politiques procèdent. Lorsque on remplit les stades, on remplit les palais de congrès. Vous savez comment ça se fait. Et nous, on est contre ces façons de faire là. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes favorable à une prorogation du délai de la CENI pour cet enrôlement des Burkinabés de l'extérieur? On peut proroger, mais si les problèmes structurels qui sont à la base ne sont pas résolus, je ne suis pas sûr que cette prorogation soit utile. En tout cas, la rentabilité de cette prorogation me laisse un peu dubitatif. Professeur, il y a eu cette semaine la loi sur le quota genre. Vous l'avez dit, les élections arrivent, le MPS comme les autres partis se préparent donc à présenter des candidats. Est-ce qu'au niveau du MPS, vous êtes prêt à zébrer votre liste, une femme, un homme, pour respecter ce que, en tout cas, beaucoup d'organisations de la société civile réclamaient et qu'elles n'ont pas eu, tout simplement parce que la loi
a plutôt projeté, en tout cas, des sanctions, voilà, 20% retenus pour le parti qui n'aura pas, en tout cas, respecté ce quota, et une somme qui sera reversée au parti qui l'aura respecté. Bon, de toutes les façons, la loi est votée et doit être appliquée. Donc, pour notre part, au niveau du MPS, nous allons respecter la loi parce que c'est un devoir. Voilà. Cela dit, permettez-moi de faire des commentaires, hein, parce que moi j'étais du côté de la société civile, j'ai défendu et je continue à défendre le droit à la participation des femmes. Quand on regarde les enquêtes d'ailleurs Afrobaromètre, on se rend compte que plus de la moitié des Burkinabés est d'accord que les femmes doivent avoir les mêmes droits, en tout cas pour accéder aux positions de pouvoir. Mais en tant que responsable d'un parti politique, je ne dois pas occulter également les contraintes auxquelles font face les partis politiques, notamment les partis politiques de l'opposition. Vous savez très bien comment dans nos sociétés la politique est perçue, en tout cas très mal perçue. Moi-même, à titre individuel, lorsque j'ai annoncé à beaucoup de mes proches que je me lançais en politique, j'ai eu des cris d'orfraie. Il y a des gens qui m'ont dit « mais qu'est-ce que tu vas chercher là-bas » Ne parlons pas des femmes. Donc, les femmes en politique, dans beaucoup de sociétés africaines, ça ne passe pas. Ou du moins, on ne veut pas les voir dans des positions de pouvoir, en tout cas, voilà. Donc, il y a des pesanteurs sociologiques qui font que l'engagement politique des femmes au niveau des partis politiques est difficile. Donc, vous êtes de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, oui, c'est difficile pour un parti politique de respecter cette liste zébrée. Non, c'est la loi. Il faut la respecter. Mais il ne faut pas qu'on se voile la vérité. La vérité, c'est que beaucoup de partis politiques, notamment de l'opposition, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Hein, c'est surtout les partis politiques de l'opposition. La majorité également est concernée par la loi. Mais vous savez, là-bas, on peut se battre pour les places. Mais chez nous, pour que les gens viennent dans l'opposition, c'est pas donné. Donc, ce sont des contraintes réelles auxquelles nous sommes confrontés. Nous essayons de recruter les femmes. C'est plus compliqué que de recruter les hommes. Voilà. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, il y a des mentalités aussi au niveau des femmes qui ne facilitent pas également. On reproche aux femmes de ne pas s'engager, de ne pas vouloir s'afficher, disons. Bon, oui, disons, il y a tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes auxquelles elles font face. Nous le comprenons parfaitement. Voilà. Mais il ne faut pas qu'on se voile la face également. Et les femmes, nous les cherchons aussi au niveau des partis politiques de l'opposition. Et je dois avouer que c'est plus compliqué. Voilà. Et d'ailleurs, je profite pour dire toutes celles qui ont défendu cette loi et qui auraient voulu qu'on en fasse davantage, qu'elles peuvent venir au MPS. Nous, on va les accueillir. Voilà. Ici, on ne peut pas faire de la campagne. Hein, non, mais écoutez, non, on ne fait pas de la campagne, mais c'est un appel citoyen, puisque c'est une loi qui a été soutenue par des organisations. Je pense que c'est une boutade pour le dire de montrer l'exemple. Oui, elle peut montrer l'exemple, elle peut venir aussi chez nous. Alors, professeur, les sanctions financières, c'est 20%. Est-ce que vous pensez que c'est dissuasif? Est-ce que ça peut contraindre un parti? Oui, mais écoutez, au risque de perdre 20%. Le but, c'est pas de sanctionner. Le but, c'est pas de sanctionner. Le but, c'est d'encourager les femmes, d'encourager les partis politiques à positionner les femmes aux positions de pouvoir. Voilà. Je pense que je parlais de pédagogie en début là. Pourquoi chaque fois on pense que c'est cette pédagogie du bâton qui doit marcher? Parfois, la carotte marche plus efficacement que le bâton. Pour les partis politiques. Alors, professeur, c'est un pédagogue qui vous parle. Professeur, on va évoquer à présent d'autres questions d'actualité, notamment le vote de la loi portant institution du recrutement des volontaires pour la défense de la patrie, qui a donc été votée à l'unanimité à l'Assemblée, une loi qui permet donc le recrutement, comme le président du FASO l'avait donc annoncé, de volontaires dans les villages pour défendre leur propre localité. Oui. Voilà, quelle est déjà la lecture que vous faites de l'adoption de cette loi? Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous permettre aujourd'hui de faire davantage face à cette guerre asymétrique? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parce que, pour vous dire la vérité, ça ressemble à du cataplasme sur une jambe de bois. Sur le principe d'associer les citoyens à la défense de la patrie, oui, au MPS, nous sommes d'accord. Voilà. Mais
c'est vrai que la loi a été votée à l'unanimité parce que il fallait montrer, je dirais, un message. Il fallait donner un message d'unité autour de ces questions-là. Je suis parfaitement d'accord. Mais nous avons exprimé nos réserves lorsque nous avons fait une conférence de presse. Ces réserves, nous ne les levons pas totalement. Nous sommes d'accord qu'il y a certains amendements qui ont été proposés par l'opposition qui ont été pris en compte. Et je pense que c'est cela qui a facilité aussi le vote à l'unanimité. Mais ce n'est pas le Burkina ne l'expérimente pas, c'est une solution qui a déjà fait ses preuves ailleurs. C'était des pays comme l'Algérie et autres qui ont su en tout cas bouter les terroristes à travers la même stratégie. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas celle-là. C'est pas cette stratégie-là qui a fait, je dirais, la victoire de l'État algérien sur le terrorisme. Je pense qu'en Algérie, l'État existe. Et quand je dis l'État existe, je pense en particulier à son principal pilier, l'armée. C'est une armée, en tout cas digne de ce nom, qui a réussi à réduire le phénomène du terrorisme. Et puis, bon, pour ceux qu'on a plus ou moins fragilisés, on peut discuter. Mais ces volontaires ne remplaceront pas l'armée, professeur. Ces volontaires, ce sont des auxiliaires, comme le terme l'indique, pour appuyer notre armée aujourd'hui qui monte en puissance également. On les remarque sur le terrain. Je suis d'accord qu'il faut associer les citoyens à la défense de la patrie. Voilà, je suis d'accord, parfaitement. Mais je dis, c'est pas seulement ce mécanisme-là qui va nous permettre de venir à bout du terrorisme. Je pense qu'on doit être d'accord sur ça. Si, c'est pas ça seulement, puisque aujourd'hui, c'est pas ça seulement la solution. Vous avez évoqué la question de l'armée. Aujourd'hui, l'armée est montée en puissance et il y a des résultats quand même qui sont là. Mais ça n'a pas empêché des massacres, des massacres qui sont commis dans le nord du pays récemment. Voilà. Mais au moins, vous êtes d'accord sur cette montée en puissance de l'armée? Bon. Je ne suis pas un expert militaire, je veux bien croire à une montée en puissance, mais nous voulons aussi des résultats. C'est-à-dire que des Burkinabés un peu partout se sentent davantage en sécurité pour qu'on puisse continuer à vaquer de nos occupations. En tout cas, c'est le vœu que je formule, bien entendu. Que faire aujourd'hui? Vous l'avez dit, il y a eu ce massacre au centre nord, notamment à Nagraogo. 38 personnes qui ont été froidement exécutées par des terroristes. Que faire aujourd'hui? Quelle pourrait être la solution pour vous, professeur? Moi, je ne prétends pas détenir de panacée. Mais nous avons évoqué un certain nombre de questions ici. Nous avons parlé de réconciliation, pas seulement les politiciens, mais aussi dans tous les compartiments de la société burkinabé, y compris dans notre armée. Dans la conférence de presse que nous avons tenue il y a quelques mois de cela, nous avons évoqué en large cette problématique-là. Je pense que fondamentalement, les terroristes profitent je dirais, des griefs qui sont exprimés par les populations locales, ils s'infiltrent. Donc il faut commencer à traiter ces griefs-là. Évidemment, ce n'est pas sur le court terme, ça va prendre du temps. Voilà. Évidemment, la réponse militaire, elle est incontournable, elle n'est pas seule. On l'a dit également. Donc ça suppose que on continue à améliorer l'équipement de nos forces de défense et sécurité, que nos services de renseignement soient renforcés. Il faut également, évidemment, que les Burkinabés collaborent en donnant des informations, etc. Donc, on est d'accord qu'il va falloir du temps pour venir à bout de ce phénomène-là. Mais les Burkinabés viendront à bout d'autant plus efficacement qu'ils seront rassemblés, réunis. Professeur, il y a eu la réunion des chefs d'état-major du G5 Sahel également cette semaine à Ouagadougou, à la suite donc de la rencontre de Pau, qui en tout cas a laissé entrevoir un certain nombre de dispositifs avec une véritable montée en puissance de cette force du G5 Sahel, avec un renforcement de la présence militaire française. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que véritablement on est en train d'atteindre la vitesse de croisière de cette force du G5 Sahel qui est attendue depuis longtemps? Nous voulons des résultats.
Hein. Je pense que tous ces dispositifs qui sont mis en place ne seront acceptés par les populations que si cela se traduit par des résultats tangibles sur le terrain. Bien sûr que, compte tenu du fait que le terrorisme c'est un phénomène mondial, en tout cas au niveau du Sahel, transnational, il est tout à fait évident que la solution, une des clés, c'est aussi le renforcement de la coopération entre les États qui sont concernés. Pas seulement ceux qui sont déjà aux prises avec le phénomène, mais également ceux qui en sont pour le moment préservés, qui doivent nous soutenir dans cet effort-là. Avec l'appui de la France. Avec l'appui de la France, avec l'appui de tous les amis du Burkina. La France n'a pas vocation à monopoliser la relation que nous pouvons avoir avec l'extérieur. Mais vous êtes favorable à la présence française? Je ne suis pas hostile à la présence française, mais j'estime que c'est nous qui devons dicter nos priorités. Et la France doit se couler dans les priorités que nous dictons en nous respectant. Je pense que ce que les partenaires africains demandent, c'est un peu plus de respect. Évidemment, il leur appartient de prendre le leadership, parce que s'ils ne prennent pas le leadership, évidemment, ils laissent à d'autres le soin de prendre ce leadership-là. Professeur, on va évoquer également cette actualité, la photo du général Djibril Bassolé, qui a en tout cas ému beaucoup sur la toile. On voit le général très maigre, disons, et beaucoup en tout cas ont été émus, et on a vu même certains appeler à ce qu'on évacue le général aujourd'hui. Quelle est votre lecture, votre réaction à la suite de cette photo? Bon, d'abord, la photo, moi j'ai trouvé la photo choquante. Je ne sais pas si c'est lui qui a autorisé la diffusion, mais je pense que les gens ont droit à ce que leur image soit préservée. Ça, c'est un premier point. Voilà. Maintenant, sur le fond, moi je dis tous les Burkinabés ont droit à la santé, y compris ceux qui sont condamnés. C'est pas parce qu'on est condamné qu'on n'a pas droit à la santé. Voilà. Donc tout ce qui peut permettre de soigner tous ceux qui sont malades, à mon avis, on ne devrait pas s'y opposer. Est-ce que c'est le seul moyen de le soigner, l'évacuer? Je ne sais pas si sur le principe il y a un problème. Il me semble que c'est pas interdit. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il se mais ça dépend où est-ce que vous allez l'envoyer. J'imagine que s'il doit être évacué, il doit être évacué dans un état de droit. Pas dans un état voyou qui ne respecte pas les engagements. Donc s'il y a des précautions qui sont prises, il me semble que là, c'est pas là la question. Il faut qu'on fasse preuve un peu d'empathie, voilà, parce que ça peut arriver à nous tous. Vous pensez que ça doit primer sur tout le reste aujourd'hui? Non, je dis, il y a le droit, et de mon point de vue, il n'y a pas d'obstacle juridique. Voilà. Sur le reste, il faut faire preuve d'empathie. Voilà. Professeur, on va évoquer l'actualité internationale, commençant par la Guinée. La Guinée qui s'enfonce dans la crise avec des manifestations qui s'accompagnent bien sûr des répressions, avec chaque jour des victimes. D'abord, comment vous réagissez à cette crise politique, en tout cas consécutive à la volonté de modification de la Constitution par le président Alpha Condé? Vous imaginez bien en tant que Burkinabé comment je réagirais par rapport à ces présidents qui, après avoir fini 2 mandats, cherchent toujours à s'accrocher. Je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est de regarder l'histoire récente du Burkina Faso. Mais à ce niveau, du côté également des partisans du professeur Alpha Condé, on dit que c'est un procès d'intention. Pour le moment, il est question de modifier la Constitution. Il n'est pas question d'un 3e mandat du président. Est-ce que la Guinée n'a pas d'autres priorités? Il me semble qu'il y a d'autres priorités pour le président. Voilà. Donc, moi, je ne comprends pas ces présidents qui, subrepticement, découvrent qu'il faut modifier la Constitution alors qu'ils sont à quelques mois de la fin de leur mandat, quoi. Mais qui leur a donné ce droit de vouloir régenter la vie de leurs concitoyens alors que leur légitimité est finissante? Je crois qu'il y a un problème là, en Afrique. Il est vrai que les sociétés dans lesquelles nous vivons ne facilitent pas aussi les sorties des présidents.
Et donc, vous le dites si bien, on a vu en Mauritanie, on a vu également en Angola, des anciens présidents qui, tout de suite après avoir passé la main, je pensais justement à cet exemple. Je pensais justement à cet exemple. Même ici, il me semble devoir rappeler que, bon, on a modifié notre constitution, je pense, en 2012, pour garantir une sorte d'impunité éventuellement à notre président. Mais encore faudrait-il que les présidents concernés soient lucides pour saisir les perches qu'on leur tend. Voilà. Pour vous, quelle pourrait être la solution aujourd'hui pour la Guinée? C'est que M. Alpha Condé il renonce à son projet. Voilà, s'il aime son pays, voilà, c'est le conseil que je donne. Et ceux qui vont venir, s'ils estiment que c'est nécessaire, ils vont modifier la constitution. Professeur, un sujet d'inquiétude, la propagation du coronavirus, qui est à l'origine donc d'une maladie considérée jusqu'à présent, en tout cas comme mystérieuse, parce que c'est une souche qui n'était pas connue jusqu'à présent. En Chine, on compte déjà des dizaines de morts. Il y a des cas également en Europe, notamment en France, dans beaucoup d'autres pays comme le Japon, les États-Unis. Pour vous, est-ce que vous partagez l'inquiétude mondiale liée à ce virus-là? Oui, je pense qu'il y a de quoi être inquiet, mais en même temps, si j'en crois à l'OMS, il n'y a pas de quoi paniquer. Je pense que les États sont parfaitement, j'espère, surtout en Afrique où on a parfois l'habitude fâcheuse de ne pas prendre les choses au sérieux. J'espère qu'on anticipe, qu'on prend les dispositions. J'ai entendu, je pense, un responsable du ministère en charge de la Santé nous rassurer. En tout cas, le Burkina, le Nigeria et bien d'autres pays nous rassurer sur ce point. J'espère effectivement que la sécurité sanitaire de notre pays est assurée, parce que quand on parle de sécurité, c'est y compris aussi ces aspects-là. Et nous sommes, vous savez très bien, dans une époque de mondialisation. Il y a des Burkinabés qui vont en Chine, on les rencontre parfois dans les zones de transit, donc il faut faire très attention et faire très vigilant. Professeur, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Voilà, mesdames et messieurs, un rappel, l'invité ce soir était donc le professeur Augustin Loada, président du mouvement patriotique pour le salut. Merci encore, professeur. Merci. Rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro.